Grande Tribune. Nous sommes le vendredi 25 avril 2025. L'actualité reste dominée par ces communiqués conjoints signés à Doha entre, d'une part, les représentants du gouvernement congolais et d'autre part, l'AFC M23. Peut-être pour faire l'économie du temps, on ne va pas lire tous les communiqués. Il est assez long, mais on va vous donner quelques détails justement liés à ce communiqué. En réaction, le gouvernement déclare ce qui suit. Je cite Patrick Mouyaya qui a fait un briefing presse. Il dit qu'il faut considérer que c'est une avancée vers la paix. Le dialogue dont il est question, c'est celui des signataires de la déclaration conjointe, à savoir les experts du gouvernement et les M23 autour de la médiation qatari. Nous avons fait un pas et qui n'est pas le seul. On ne peut pas faire la paix sans compromis. Ça, c'est Patrick Mouyaya. Le secrétaire d'État des USA organise une cérémonie de signature de la déclaration de principe entre la ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kaikwamba, et le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Olivier Nduhungirehe. Il s'agit donc d'une étape clé vers la coopération et la stabilité régionale, une déclaration de principe entre les deux États et l'expression sûre d'une intention ou volonté politique conjointement exprimée. Ce document énonce les engagements généraux que les deux parties souhaitent respecter dans leurs relations. Le communiqué conjoint signé entre le gouvernement congolais et la FCM23 serait dû à la pression de l'administration américaine, ce après le passage de Massad Boulos dans les deux pays et au Qatar. Sans cette dynamique diplomatique portée par les États-Unis, on n'aurait pas assisté à cette forme de revirement aussi subi des parties qui étaient en négociation. Ça, ce sont les experts donc des relations internationales qui l'ont dit. Selon RFI, l'un des points de blocage portait sur la nature du conflit. L'AFC M23 insistait que pour son compte, ce soit plutôt traité donc séparément du différend entre la RDC et le Rwanda, Kinshasa, lié conjointement à AFC M23 et le Rwanda. Mesdames et messieurs, le gouvernement rwandais déclare être en pourparlers avec les États-Unis sur un accord éventuel des minerais stratégiques. Voilà, mesdames et messieurs, on va donc se limiter là. Et puis on va donner la parole à nos trois invités pour justement discuter de ce sujet. Analyse du communiqué conjoint signé entre les représentants du gouvernement congolais et l'AFC M23 à Doha, au Qatar. Alors, je vais saluer mes trois invités qui sont sur ce plateau. Plaisir immense de retrouver M. Thierry Mukelekele en forme et en chair, en tout cas. Bonjour, M. Thierry Mukelekele. Bon retour à Kinshasa. Merci. Bonjour, Dan. Bonjour à ceux-là qui suivent Congo Buzz et oui, principalement Grande Tribune. Et j'ai salué les amis, les frères, grands frères avec qui je vais échanger sur ce plateau. Oui. Je suis de retour effectivement après tumulte, problème de santé, oui, empoisonné, mais Dieu m'a fait grâce. Dans le combat spirituel, nous avons su neutraliser ce poison-là. Parce que sur le plan médical, j'ai des amis que j'ai enterrés personnellement, qui ont été touchés par cet aspect, qui avaient plus d'argent que moi, qui sont allés même à l'extérieur, mais aujourd'hui ils sont enterrés. Donc je rends grâce à Dieu par rapport à ça. Réellement Dieu est vivant, il y a un Jésus quelque part, c'est vrai, parce que moi-même je l'ai vécu. Et je continuerai à demander aux gens, dans tout ce qu'ils font, qu'ils n'oublient pas la part de Dieu. C'est très important. Et surtout, je remercie aussi ma famille, mon épouse, mes enfants, qui ont abandonné tout pour prier pour leur père et leur époux. Mon église ou les pasteurs, parce que plusieurs pasteurs se sont investis,
et plusieurs communautés congolaises, que ce soit en République démocratique du Congo, et d'autres que j'ai découverts sur Internet, qui n'ont pas voulu que je meure, qui ont contribué avec $100, $200, $300 pour appuyer que Mukelekele ne doit pas mourir. Donc, tel que nous travaillons sur des plateaux de télé, vous devez savoir que nous ne sommes pas seuls. Des fois, les gens ne vous appellent pas parce qu'ils ne trouvent pas l'opportunité de vous appeler. Mais moi, j'ai eu des gens que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontrés, et je ne sais pas si on se rencontrera, mais parce que je suis un activiste de la société, j'ai eu des interventions de par le monde, très étonnant, je vous assure. De par le monde, Australie, États-Unis, Canada, des gens ont appelé à mon numéro directement. Ils ont appelé Jean-Pierre Tatou, ils ont appelé d'autres collègues journalistes pour chercher comment me joindre, et ça me va vraiment droit au cœur. Donc que Dieu retourne à des portions triples ou quintuples à tous celui, en pensée ou en acte, sur ma santé, et qu'aujourd'hui, je sois là encore pour servir la nation au micro des Congo Buzz. Donc à Kinshasa, c'est la 3e télé où je passe. Mais ici, à Congo Buzz, ça sera la première fois où je viens discuter, débattre des sujets qui concernent la République avec des chevronnés. Oui. Et voilà un peu... Merci beaucoup, M. Thierry Mukelekele. Ça fait vraiment plaisir. Vous avez manqué à beaucoup de nos téléspectateurs qui vous réclamaient. Il faut vous l'associer à tel invité. Il faut l'associer à tel invité. Je pense que votre présence va vraiment plaire et satisfaire tous ces téléspectateurs qui aiment suivre vos analyses et vos commentaires sur l'actualité. Vraiment, nous sommes très heureux de vous retrouver à Congo Buzz Télévision. Merci bien. C'est pour un long moment. Si vous allez permettre, c'est juste une information avec laquelle je suis monté à Kinshasa. Oui. Ce sont les conflits des terres et les conflits des successions qui refont surface et qui risquent de nous amener dans des phénomènes comme Mobondo, Bakatakatanga et tout et tout. Là, c'est dans le Katanga profond, dans la chefferie de Sanga, communément appelée Basanga, entre la commune de Likasi et cette chefferie. Mais dans le temps, nous savons que ce sont les chefs coutumiers, les chefs des terres, qui possédaient les terres. Et l'administration coloniale est venue, on nous a divisés et on nous a laissés comme ça. Maintenant, la commune aujourd'hui qui est une entité territoriale décentralisée et la chefferie une entité territoriale décentralisée, mais la commune de Likasi veut jouer un rôle prépondérant sur une autre entité qui est la chefferie. Donc on est en train d'empiéter les terres de la chefferie parce que lui c'est un chef coutumier, donc on ne veut plus lui donner le pouvoir qu'il a. Alors nous insistons toujours auprès du ministre de l'Intérieur. Le phénomène Bakatakatanga est plus lié à ces conflits-là. Donc si on n'arrive pas à taire plus tôt ces conflits, il y aura des gens qui vont monter des dossiers pour couvrir leurs erreurs. Ils vont dire que il y a des gens, Batombo Kibaza, Kuna, et tout, on envoie l'armée, on tue, on arrête, on amène à Kinshasa. Alors que maintenant, il est primordial que la chefferie de Basanga, la chefferie de Yeke et la commune, qui sont tous Sanga, tous ces gens-là, ils sont Sanga. Donc l'État doit comprendre qu'une même communauté ne peut pas avoir un conflit des terres. C'est-à-dire que l'État doit trouver une solution très rapidement pour séparer la commune qui est dans la ville. La ville ne pose pas de problèmes à la chefferie. Ce n'est qu'un bourgmestre qui pose des problèmes. Donc, il usurpe même le pouvoir un peu du maire de la ville. Parce que c'est le maire qui devait poser des problèmes. Tout à fait. Donc, voilà un peu, d'une manière très rapide, l'information dans le Katanga. Merci bien, monsieur Thierry Mukelekele. Alors, monsieur Gandhi Kassende, bonjour. Bienvenue dans Grande Tribune. Aussi, ça fait aussi longtemps. Ouais. Bienvenue,
à vous également. Merci de me réinviter. Oui. C'est un plaisir aussi pour moi de rencontrer Massimo et puis M. Thierry Mukele. Oui. Puis son témoignage était édifiant. C'est-à-dire la leçon que je tire, c'est que l'amour, c'est avant toute chose. C'est-à-dire l'amour, il faut savoir l'exprimer, il ne faut pas le garder à l'intérieur. Oui. L'expression qu'il a pu vivre des gens qu'il ne voyait pas, qu'il ne connaissait pas, qui, compte tenu des difficultés qu'il a rencontrées, qui ont pu venir auprès de lui, l'aider au nom de l'amour, au-delà de ce qu'on peut dire Jésus, Dieu ou je ne sais pas qui, mais au moins au nom de l'amour. Quand on aime un homme ou une femme, quand on fait quelque chose, on pose un acte pour un homme, pour un voisin, une voisine, un frère, une soeur, c'est aussi au nom de Dieu et pour Dieu, puisqu'il est partout et en nous. Donc le fait d'aider, d'approcher M. Thierry, on doit approcher Dieu par un acte, par des actes. Donc je pense qu'on peut, pour finir, je dis la formule usitée, Dieu merci. Dieu merci. Puis je ne peux que, au nom de mien et de tout le monde, te souhaiter un bon retour dans la vie normale et merci un bon beaucoup. rétablissement. Merci beaucoup. Ah oui, en tout cas, c'est extrêmement important. Mais je voulais, avant de rentrer dans le vif du sujet, juste un petit biscuit. Saluer le déroulement du procès Matata. On disait que ce pays, si jamais un homme politique de ce rang-là ne pourra être jugé. J'ai suivi les débats de ce parcours-là. J'ai trouvé édifiant et je félicite le président de la Cour constitutionnelle qui a démontré qu'il est un bon juriste. Aussi une leçon pour nos avocats, certains de nos avocats. Quand ils viennent plaider, il faut qu'ils viennent plaider au nom du droit. Ils ne viennent pas plaider dans la magouille de procédures et autres. C'est un problème de fond. Cela va de notre avenir, de l'avenir de notre démocratie et du processus sur lequel nous sommes engagés de l'état de droit. J'espère que la sanction proposée soit retenue le 14 mai. D'accord. Soit retenue le 14 mai pour donner un exemple. 20 ans. 20 ans. C'est même peu si on regarde très bien. Quand on regarde en Chine, on peut te tuer pour $1000. Quand vous regardez les pour la Corée du Sud, ces gens-là sont sortis des difficultés de sous-développement par le fait de l'état des droits, des sanctions des gens qui détournent des biens publics, des biens pour les citoyens. Merci beaucoup, M. Gandhi Kassende. Le troisième invité, c'est M. Eri Massimbo. Voilà. Comment allez-vous, M. Eri Massimbo? Hermas. Comment vous allez? Congo Mboka, Congo mon pays, Congo ma nation, Congo Ditonga Diani, Congo Nichiangu, Congo Boala Mono, Congo Mboka Nangai, Nakobatela, pe Nakobundela Yango. Si pour les uns, l'essence c'est la rébellion, pour nous autres, l'essence reste la défense de la patrie malgré l'adversité. Malgré l'adversité. Merci beaucoup, messieurs Dan, pour l'invitation. Je salue mon aîné Thierry Ngelingele. Que vous connaissez déjà. Oui, bien sûr, évidemment. Je salue aussi mon grand frère de tout le temps et de tout le jour, Gandhi Bokabo. Bokabo. Bokabo, j'ai toujours commis cette erreur-là. Ouais. Donc, je salue aussi l'équipe technique qui nous a accompagnés. Je vous salue également, malgré tout le temps passé. Vraiment. Il y a longtemps que j'ai reçu votre invitation. Donc, je salue aussi l'initiateur de cette chaîne, un ami et frère, Christian Bossembe, et je salue le premier d'entre nous, le président de la République. Et laissez-moi remercier, dire un mot par rapport au gouvernement souminois, la première ministre, le ministre du budget et des finances, et ainsi que le ministre des fonctions publiques et aussi le ministre de la Défense, pour avoir maintenu les liens entre les territoires occupés et les autres zones. Pourquoi je dis cela? Parce que jusqu'à ce jour, les fonctionnaires militaires et policiers sont payés jusqu'à ce jour. Donc, ces efforts qu'ils ont fournis pour essayer de maintenir ces liens d'unité nationale et d'amour, nous les encourageons de pouvoir continuer à le faire malgré cette occupation dont le pays est victime. Merci beaucoup, M. Eri Massimbo. Merci
Dans un communiqué, dans un esprit de compréhension mutuelle et de volonté commune de résoudre le conflit par des moyens pacifiques, des représentants de la RDC et de l'AFC M23 ont tenu des pourparlers de paix facilités par l'État du Qatar. Après des discussions franches et constructives, les représentants de la RDC et de l'AFC M23 ont convenu de travailler pour œuvrer à la conclusion d'une trêve devant permettre l'instauration d'un cessez-le-feu effectif. D'un commun accord, les deux parties réaffirment leur engagement en faveur d'une cessation immédiate des hostilités, le rejet catégorique de tout discours de haine et d'intimidation et appellent toutes les communautés locales à respecter ces engagements. Les deux parties conviennent de respect des engagements précités, qui ouvrira la voie à un dialogue constructif pour établir une paix durable en République démocratique du Congo. Ce dialogue portera sur les causes profondes de la crise en cours ainsi que les modalités pour mettre fin au conflit dans les territoires de l'Est de la RDC. Les représentants de la RDC et de la FCM23 s'engagent à respecter immédiatement ces engagements pendant toute la durée des pourparlers et jusqu'à leur conclusion. Les deux parties appellent le peuple congolais, les chefs religieux et les médias à soutenir et diffuser ce message d'espoir et de paix. Les représentants de la RDC et de la FCM23 expriment leur sincère gratitude à l'État du Qatar pour ses efforts continus et son engagement indéfectible. Alors on va s'arrêter là. Voici donc le communiqué conjoint AFCM 23 et représentants de la RDC. Quelles sont les leçons qu'on doit tirer de cette déclaration conjointe entre les deux parties qui étaient donc à Doha? Je commence avec M. Thierry Mukele. Selon vous, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de cette déclaration conjointe? Bien, ça démontre que entre Congolais, nous devons avoir l'esprit d'écoute ou l'esprit de l'écoute. C'est ce qui a manqué entre Congolais et principalement la partie gouvernementale. Okay. Parce que dans plusieurs de tes émissions, je ne parlais que du dialogue. Je disais que nous terminerons par le dialogue. Souvenez-vous. Avant même que Corneille Nangaa ne vienne pour la proposition de l'AFC, le M23 était encore à Bunagana. Des émissions, je parlais d'Endolo, j'insistais, Monsieur le Président, attention. On vous a mis dans un protocole qui n'est pas le bon. Faites visite en Ndolo, souvenez-vous. Faites visite en Ndolo, vous apprendrez beaucoup. Moi, j'ai parlé avec tous ces groupes armés. M23, tous ces gens-là, Yumbi, pendant les 3 ans, j'ai mené mes enquêtes et je trouve que le problème n'est pas celui-là qu'on vous présente. Et attention la manière dont on vous présente ce problème-là. Avant même les états de siège. Quand vous étiez incarcéré, il y a même certains M23 qui étaient là-bas avec qui vous avez été en contact. Oui, oui. Et j'ai compris c'était quoi la quintessence de cette question épineuse de Tutsi congolais, Tutsi rwandais, Benyamulenge, Hutu congolais, Hutu rwandais. Parce qu'ils sont là en Ndolo. Il n'y a que eux qui peuvent vous dire que ça c'est un Tutsi de l'autre côté. Ils se reconnaissent facilement. Ils se reconnaissent. Mais quand vous les voyez comme ça, vous direz que Bazaba rwandais. Et il y a eu même des problèmes en Ndolo où on a refusé l'octroi des cartes d'électeurs à certains citoyens parce que la morphologie leur accusait. En Ndolo, il y a des gens qui ne sont ni rwandais ni congolais, mais ils sont en détention là-bas. Ce sont des choses que l'État devait régler parce qu'on sonnait l'alarme. Mais le président de la République, c'est lui le chef. Et je disais que, Monsieur le Président, vous êtes comme Jésus. À un moment donné, acceptez tous les fouets pourvu que vous obteniez la paix. Parce qu'à un moment donné, les autres qui vous poussent à faire ça, ils ne voient pas les conséquences incalculables. Et après, nous nous rendrons compte qu'on a perdu du temps, on a perdu de l'argent, on a perdu des hommes. Des vies humaines. Des vies humaines, que ce soit du côté armé ou du côté population civile. Mais pendant ce temps, le Rwanda ne perd rien. Alors, nous
nous étions en train de demander avec insistance auprès du chef de l'État, établissez les contacts directs. Et quand Nanga est venu, ils ont créé l'AFC, nous avons réitéré sur plusieurs chaînes, Monsieur le Président, établissez les contacts directs, c'est vous le chef. Mais ça change quoi? C'est une question que je pose, j'aimerais comprendre. Puisque l'ancien président a eu plusieurs contacts avec des rébellions, mais dans le fond, elle ne fait que revenir. Non, il faut faire un distinguo. Oui. Le président honoraire Kabila avait épuisé cette question-là. Quand le président a pris le pouvoir, il n'y avait plus cette question-là. Il fallait trouver seulement un mécanisme de réinsertion pour ceux-là qui pouvaient être réinsérés, c'est-à-dire les M23 qui étaient en Ouganda et au Rwanda, les réinsérer dans la vie sociale. Et il y avait même un processus où le M23 était muté en parti politique. Je viens d'oublier le nom du parti que devaient porter les gens du M23. Parce que je me souviens, je ne sais pas si l'honorable Petou est encore en vie, il était à Kinshasa pour les démarches de la mutation de ce mouvement-là M23, finalement en un parti politique. Comme on avait avec les MLC, tous ces gens. Et j'ai réitéré dans plusieurs chaînes de télévision, même ici, que j'ai de l'expertise sur le dossier de Kyungumu Tanga Gédéon. Oui, ça, nous sommes arrivés à vaincre la guerre par la paix, par le dialogue. Mais avec des pantins, ça va aboutir. Les pantins, ce sont des termes politiques. Il n'y a pas de pantin en politique. Parce que regardez le niveau de Joseph Kabila. Regardez le niveau de Gédéon. Et à cette époque-là, Joseph Kabila n'avait pas de problème dans l'armée. Mais comme ça compliqué, comme ce sont des gens qui sont liés à la société, il fallait négocier. Parce que ces gens-là ne pensaient pas que les chefs coutumiers ne sont pas au courant de ce qui se passe. Mais comme les chefs coutumiers sont abandonnés et ils sont pris à la simple expression, des fois ils laissent faire, ils disent que laissons... Le conflit de l'AFC M23, c'est un conflit identitaire. Je l'ai toujours dit, même ici je l'avais dit. C'est un conflit identitaire qu'on a voulu rendre politique et d'autres ont parlé même d'un conflit économique. Mais au fond, si on arrivait à résoudre cette question identitaire, quand vous lisez le communiqué conjoint, où on dit que nous allons traiter les problèmes de fond. Quels sont les problèmes de fond? C'est la Constitution qui nous dit dans le préambule. Voici les problèmes qui sont revenus après Sun City. La Constitution, dans son préambule, nous dit ceci. Considérant que l'injustice avec ses corollaires, l'impunité, le népotisme, le régionalisme, le tribalisme, le clanisme et le clientélisme par leurs multiples vicissitudes sont à l'origine de l'inversion générale des valeurs et de la ruine du pays. C'était déjà traité en amont. Il y a de cela pratiquement 22 ans. Et je vous parlais du cycle de 30 ans. Vous verrez que certains événements nous rattrapent. Parce que ce qui va se passer à Doha, ça s'est déjà passé à Sun City. Et c'est dans la Constitution. Tout ce que vous venez de lire, c'est dans cette tirade de préambule. Il faut bannir le tribalisme, il faut bannir les mauvaises paroles contre autrui. Le Rwanda, tous ces Le Rwanda ne pouvait réapparaître que si nous arrivions à nous mettre d'accord. Parce que quand nous nous étions mis d'accord après Sun City, le Rwanda n'apparaissait pas. Ceux-là qui ont pris les armes, c'est-à-dire après que le MLC ait trouvé une place à la table, il y a des gens qui étaient au MLC qui ont rejoint le RCD pour créer le CNDP. Et ces mêmes gens, dernièrement, sont dans la... Comment vous appelez? Dans l'Union sacrée. Et dans l'Union sacrée, il y a ceux-là qui se sont désolidarisés. Donc c'est le même cycle.
Il n'y a personne qui échappe à ce cycle. Alors, si nous prenons Doha et que le respect de Doha rentre dans le cadre constitutionnel, nous aurons moins de problèmes et le chef de l'État n'aura pas mal à la tête. Parce que quand vous entendez ou vous écoutez les déclarations du président de la République, il est toujours en contradiction avec lui-même. Il veut la paix, mais c'est qu'on parlait en coulisses, son entourage ne lui rend pas le service pour que le président gagne la paix. Mais aujourd'hui, je chute par là, oui. Apparemment, le président a mis de côté tout le monde, c'est pourquoi Doha fonctionne. Et les autres commencent à subir. Là, je suis d'accord avec le chef. S'il garde la même ligne, il va garder le pays en paix. Mais s'il laisse tout le monde crier sur ce que lui est en train de rechercher, vous aurez des problèmes. La communauté internationale avait trouvé une aubaine dans le conflit. Merci beaucoup, M. Thierry Mukelekele. Je vais vous revenir sur cette question. On va aussi parler un peu de Joseph Kabila, et qui est aujourd'hui, comment dire, accusé d'être de patron de l'AFC M23. Alors, je donne la parole au doyen. Quelle est votre lecture? Quelles leçons on peut tirer de ces communiqués? Aucune leçon, puisque c'est une démarche normale dans tout ce qui est conflit pour ceux qui connaissent l'histoire diplomatique du monde. Ça s'est toujours fait comme ça. Dans notre cas, c'est un accord, certes, un compromis, mais qui n'a pas valeur juridique comme tel, puisque Doha, c'est l'informel. Doha prépare le terrain pour les Américains. C'est lui qui a le mot final. C'est Trump, le grand Zorro que j'ai toujours appelé. Trump qui a le mot final. Mais Trump ne voulait pas se tremper dans cette histoire-là comme ça. Il a voulu que ce soit débroussaillé. Pour que ce soit débroussaillé, vous savez que les Américains ont presque les mêmes techniques tout le temps. Ce qui se passe en Israël ou en Ukraine, ça ne se traite pas directement avec les Américains. Les Américains sous-traitent avec l'Arabie Saoudite ou avec le Qatar. C'est notre cas. C'est une sous-traitance. Ils déblayent les terrains et les Américains récupèrent. D'ailleurs, vous savez que concomitamment à cela, vu qu'il y a déjà quelques avancées, les Américains sont en train de recevoir cet après-midi, vers 16 ou 17 heures, le représentant de la RD Congo, en la personne de Kaykwamba et du ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Donc, c'est Trump qui va donner le coup de sifflet final à ces hostilités. On est parvenu à la signature de ce communiqué. Ils sont obligés. Ils sont obligés. Ils sont à la fois la RD Congo, mais aussi ces rebelles-là. Il faut les appeler ces réfractaires. Ils ne sont pas autre chose que des réfractaires. S'ils ne sont pas d'accord avec le régime, s'ils ne sont pas d'accord avec le gouvernement, il y a un processus. Il y a un débat public ici. J'ai vu chez vous ici et partout dans les médias, les gens se confronter, être du pouvoir, être de l'opposition. Mais pourquoi ils ne viennent pas mettre leurs idées ici, dans un processus qui est démocratique, aller demander au Rwanda, qui n'est pas un État démocratique, mais ça pose un problème. Oui, mais à part ça, il y a le fait que déjà en interne, le gouvernement ou la présidence, ou le président lui-même, disait qu'il ne pouvait pas discuter avec l'AFC M23, ce sont des pantins, il préfère discuter avec Kagame lui-même. Est-ce que ça n'est pas un revirement de se contredire? Non, la contradiction est acceptée en politique. Hein. Il y a déjà une contradiction. Je ne sais pas dire qu'il y a une contradiction. Ce n'est pas le président qui va négocier avec les M23. Ce sont les représentants de notre État à un niveau moindre que le président de la République qui vont essayer de négocier, de parler avec M23. Négocier, ça veut dire que les uns et les autres vont perdre des plumes. Dans notre cas, dans les cas actuels de Doha, je ne pense pas que c'est nous qui allons perdre des plumes, mais eux, ils ont occupé notre territoire. L'État congolais. Mais oui, mais le contenu.
Mais le contenu réel pour la finalité de ces conflits-là, vous ne l'avez pas, nous ne l'avons pas encore. Le contenu réel de la fin de ces hostilités, ce sont les Américains qui l'ont, qui vont le dire. Nous allons être d'accord ou pas d'accord, c'est à ce niveau-là. À ce niveau primaire-là, il n'y a rien. Il ne faut pas que nous, on s'aborde le processus qui est engagé, qu'on croit que nous avons perdu des plumes, que le président s'est contredit. Il ne s'est pas contredit puisqu'il n'est pas allé voir, il ne s'est pas retrouvé face à, comment il s'appelle, Nanga, ou face à Kabila, ou face à je ne sais pas qui sont derrière. Il s'est retrouvé face à Kagame, mais oui, certes, au niveau de Doha, c'est d'État à un État. Là, c'est normal, c'est un processus normal. Même s'il a dit qu'ils allaient se retrouver à l'eau, là, c'est une façon, c'est une dialectique, c'est une façon d'occuper la scène politique. Le conflit identitaire. Monsieur Thierry Mukeleke, non. Le problème dans cela, c'est qu'il y a, dans le fond, il y a un conflit identitaire. C'est pas nouveau. Il faut que je relise encore ou que je revoie les discours de Roi Baudouin le jour de l'indépendance. Nous avons, nos élites ont mis en avant les discours de Lumumba. Ils ont perdu de vue l'essentiel. En 60, déjà le jour de l'indépendance, le 30 juin, en dehors de la partie où le roi Baudouin a essayé d'embellir un peu la présence belge. C'est mais c'est vrai, c'est une vérité. Mais la vérité, c'est que déjà à l'époque, on nous disait de faire attention sur 2 points. D'ailleurs, ce que nous vivons aujourd'hui. Le premier point, c'est d'éradiquer, de ne pas favoriser le tribalisme, le clanisme. Déjà à l'époque, il y avait déjà des conflits entre tribus, même à l'intérieur, par exemple chez les Luba, entre Lulua et Luba, il y avait déjà des conflits entre Yaka et Congo. Il y avait déjà des conflits à l'époque, même avant l'indépendance. Après l'indépendance, on a eu ces conflits. Alors que le roi de Belge nous avait prévenu là-dessus. Mais l'erreur, c'est que nos autorités n'ont pas pris à bras le corps ce problème. Le même problème qu'il a évoqué, le deuxième problème, c'était que il y a beaucoup d'États, notamment les États occidentaux, il a parlé des États même africains qui, quelque part, lorgnaient sur la République démocratique du Congo compte tenu de ses richesses. Ce problème était évoqué, mais là on peut responsabiliser, ce sont les autorités qui n'ont pas su traiter le problème. Créer un État, et puis ensuite se battre pour créer un État-nation. Travail avait commencé Mobutu, mais qui aujourd'hui est mis au rebut, tu vois. Donc c'est ce que je voulais dire. Mais je voulais terminer pour dire, là où je ne suis pas d'accord avec Thierry, c'est sur le point de Kabila. Kabila faisait partie avec son père. Ils étaient du côté du Rwanda. Le père lui-même s'est rendu compte que c'était un mauvais chemin qu'il avait pris, mais il s'est rebiffé. Lui, on peut trouver les circonstances atténuantes, mais on l'a éliminé entre-temps. Mais le fils pouvait faire mieux que le père. Mais le fils, plutôt, nous a englués en plus. En quoi faisant? En quoi faisant? En signant des traités que vous connaissez, des accords que vous le savez, des l'Émérat et autres, en faisant en sorte que... L'Émérat, c'est Kabila fils qui a signé. Non. Non, non, l'Émérat, c'était son père. Le fils a... Et même l'Émérat n'existe pas. Ça existe. Chibambela, le problème, c'est qu'il faut l'auditionner. Moi, je serais l'autorité judiciaire, je l'aurais auditionné au moins. Mais les accords faisant en sorte que le Rwanda, les services du Rwanda puissent gérer le service de sécurité. Vous avez parlé de l'ANER, des MIAP, du service de sécurité du pays. C'était noyauté par Kagame, qui contrôlait. Quel est l'accord qui a permis à ces... Mais comment est-ce que le président de la République est là? Les services de sécurité du Rwanda viennent officier ici chez nous. Il n'y a pas un accord. S'il n'y a pas un accord écrit, puisque vous parlez toujours des accords écrits, il y a des accords qu'on appelle en droit international des accords tacites. Même dans le privé, sur le plan national, il y a des accords tacites. Quel accord signé à quelle date? Non, tacite. Quel était le contenu? Tacite, ça peut être un accord non signé, verbal ou par le comportement. Mais qui ignore que au niveau de nos services de renseignement, il y a encore, au niveau de notre armée, il y avait des gens du Rwanda, à commencer même déjà à l'époque du père, James Kabarebe. Vous avez vu un pays africain dirigé par un général étranger ou en Europe? James n'était pas général. Ouais, il était, quel que soit son C'était un titre, simple commandant. même un commandant dirigeait toute une armée. Non.
là, il y a la était confusion. ici, tout le monde l'a vu, l'a reconnu. Non, non, il Donc, faut... ça pose un problème. On sait, service de finances et autres, il y avait des Rwandais. Il y en a un qui est mort là, dernièrement. Kabila père ou Kabila fils? Là, c'est fils. Fils a empiré la situation du père. Dans le mauvais Il a mis sens. des Rwandais partout là. Partout. Le fils n'a jamais travaillé avec James Kabaré. Partout. Dans quel intérêt? Hein? James Kabaré, c'est le papa. Kabila, fils, c'est le service de sécurité. Dans quel intérêt? Dans l'armée. Quel Dans intérêt? quel intérêt Kabila avait de mettre tout ça? Mais dans l'idéal du Rwanda qui était d'occuper une partie de l'Est de la République démocratique du Congo, ça tout le monde le sait. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Lui voulait que les Rwandais occupent, lui en tant que chef d'État. Pas qu'il voulait, c'était déjà appliqué sur le terrain. Vous avez vu, je vous donne même au niveau des finances. Regardez la tête de la DGDA. C'est-à-dire les douanes, services de... Qui était à la tête? C'était pas un Rwandais? Rugwiza. Oui. C'était un Rwandais. Ah, tu ne le sais pas? Kabila, Joseph a était trouvé même Rugwiza intérêt ici. chez lui. Joseph a retrouvé Rugwiza ici. Ah, non, il faut sortir. Il a parlé du dialogue. Joseph Moi, est de suis- 1971. D'accord. Mais Rugwiza travaillait pendant que Joseph allait à l'école primaire. Qui l'a nommé là? Depuis pour Mobutu. finir complètement, Ouais. pour finir complètement, moi je ne suis pas pour ces dialogues à répétition. Il faut sortir de ce cycle infernal de dialogue et de faux compromis. Dans ces faux compromis-là, nous rentrons dans des compromissions. Et puis le problème aujourd'hui, s'il y a à dialoguer, le président de la République doit dialoguer avec le peuple congolais, pas avec les partis politiques. Pas avec le mouvement rebelle. Ce sont ces partis politiques, ce sont ces groupes rebelles et autres qui ont mis en moule notre pays. Merci. Il faut sortir de là. Merci bien, Monsieur Kassédé. Monsieur Massimbo, quelle est votre lecture? Quelles sont les leçons qu'on tire de ce communiqué conjoint? Leçons à tirer. Oui. Bon, nous savons tous que le conflit, tous les conflits dans le monde finissent toujours par des accords. Hein, pour que les parties en conflit, l'une puisse reconnaître soit il est vaincu, ou il est le vainqueur, ou l'autre reconnaître la défaite, ou la neutralité. D'accord? Eh bien, si personne ne reconnaît cela, les conflits continuera. Mais les accords, solution à un conflit, on le trouve sur les causes profondes. Mais quelles sont les causes profondes dans le pays? On a toujours parlé. Est-ce que nous sommes toujours dans le mimétisme des chercheurs européens, d'accord, occidentaux, qui nous disent voilà le problème de la RDC, c'est ceci, c'est cela, voilà les causes profondes, c'est ceci, c'est cela, ou on épouse l'argumentaire du Rwanda, hein, qui nous donne, qui énumère le problème congolais. Vous voyez un peu. Donc c'est là même le problème. Vous savez, cher Dan, depuis toujours, nous avons toujours parlé de ces problèmes de l'Est du pays. Et en tant que chercheur, on a assez d'éléments en fait, hein, pour dire que ces conflits, c'est un conflit. C'est un conflit d'abord foncier, je l'ai répété à plusieurs reprises ici sur ce plateau. Et puis c'est devenu un conflit identitaire, ok? Et à ces jours, à ces deux conflits, viennent se greffer les raisons économiques et aussi dans les appétits politiques de certains individus, hein, dans ces communautés. Il y a aussi les revendications politiques qui ont prévalu par rapport à cela. Alors que dans le fond, le plus profond, c'est juste des conflits liés à la vie courante de la société dans une communauté donnée. Donc les conflits identitaires, foncières d'abord, c'est les traversées, hein, d'accord, du Rwandais, des peuples rwandais, hein, toi ou Tutsi, vers l'est du pays à la recherche du pâturage pour leur bétail. Ok, en traversant, ce qui est renseigné même dans certains archives dans le musée des Terruennes. Voilà, quand ils traversaient à la recherche de pâturage pour leur bétail, ils donnaient de droits, ok, au chef coutumier. Et à force de donner des droits à un certain moment donné, ils ont eu à conclure les accords entre eux et les communautés. Les pasteurs et les cultivateurs et aussi les gens qui évoluent là-bas. Parce que la culture de bétail est venue de l'autre côté. Ok? Du côté du Rwanda. Du côté du Rwanda. C'est venu du côté du Rwanda. Et ça a traversé. Ok? Avec le temps, ils ont conclu des accords entre eux. Échange bétail, échange terre. Terre contre bétail. C'est comme ça qu'ils ont procédé. Et avec le temps, cette population venue d'ailleurs
à trouver de quoi revendiquer maintenant le terre. Parce que quelqu'un qui est venu il y a 20 ans, d'accord, qui a traversé il y a 20 ans en RDC, il a eu des enfants. Là, ces enfants sont déracinés. Ça, c'est avant. Avant la conférence de Berlin, ou pendant que le... Dans tout ça, ça s'est mêlé avant et après. Même pendant. Même pendant, oui. Même pendant aussi. Oui, oui. Et jusqu'à ces jours, ça s'est fait. Il y a des traversées. Mais il y a les traversées. Dans chaque communauté, il y a toujours des traversées. Ça s'est fait. Okay. Mais ils ont conclu les accords. Mais les enfants, les gens qui se sont installés là, il y a 30 ans passés, qu'est-ce qu'ils reconnaissent encore du Rwanda? Rien. Ils ont quelle nationalité? Les gens comme Makenga, Ziraha Makenga, Emmanuel Sultani. Qu'est-ce qu'ils reconnaissent du Rwanda? Quelle est leur nationalité? Mais la nationalité, c'est quoi la nationalité? Mobutu avait donné la nationalité collective. Et puis il avait retiré cette nationalité collective. Les accords de Saint-City les avaient encore donné cette nationalité collective dont ils prétendaient avoir. Et aujourd'hui qu'ils en ont, aujourd'hui à ces jours, c'est le conflit foncier qu'il y a là-bas. Parce qu'il faudrait qu'ils soient acceptés comme propriétaires terriens. C'est ce que les communautés autochtones n'acceptent pas. Que les communautés venues d'ailleurs puissent être des propriétaires terriens. Nous l'avions développé à plusieurs reprises ici. Si on prend seulement le cas de la cité des Roubaïa, par exemple, où il y a les Houndé, les Tembo, d'accord, qui ne sont que les autochtones, mais minoritaires. La population majoritaire à Roubaïa, ce sont les Hutus et les Tutsis. Et comment régler cette affaire alors? Mais nous avons toujours proposé, il faudrait des recherches. Parce que le discours politique a ses limites. Un discours politique où les accords concluent pas sur base, d'accord, des recherches qui ont été menées, c'est fragile. Ça va se fonder sur quoi? Ça va se fonder sur quoi? Parce qu'il faut répondre aux questions, à la problématique. D'accord. Mais si on ne considère que c'est là comme des revendications politiques, et ça va trouver solution dans les accords politiques, on se met à côté à l'écart. Très loin. Il faut régler cette problématique. Pourquoi de Mobutu jusqu'à ce jour? C'est Mobutu qui avait fait la dernière identification de la population. Mais jusqu'à ce jour, pourquoi cette identification n'a jamais été faite? Mais pourquoi? Pourquoi on sommes incapables de pouvoir identifier nos populations? Merci bien, monsieur. Et puis une autre chose, d'ailleurs, ça m'a échappé. On va revenir par rapport à ça. Merci bien, monsieur Erimassimo. On va avancer. Voilà. Je voulais rapidement rebondir. D'ailleurs, pour appuyer Massimo, la question identitaire, elle est très importante. À l'entrée des jeux, je vous parlais des Sangas. Oui. Si je quitte la partie est, je vais dans le Katanga profond, dans Upemba, il y a le lac Upemba, il y a le parc Upemba. C'est là où on trouve le premier Sanga. Et c'est celui qui accueille des peuples qui sont venus sur ces terres à la recherche. Où trouver de l'eau, où trouver du bon gibier, où trouver. Et il y a des mariages. Et il y a justement ce qu'il dit, des choses qu'on offre et des choses qu'on récupère. Par exemple, là-bas, c'était le cuivre. Les belles femmes Sanga se mettaient du cuivre partout, dans les cheveux, partout. Et c'était très beau. Maintenant, les autres peuples venaient chercher ce cuivre-là. Et d'autres ont préféré rester dans Upemba, là-bas. C'est comme ça qu'aujourd'hui, les Sanga, vous avez les Basanga, c'est-à-dire des Baluba qui sont venus de Kasongo-Nyembo, qui ont épousé, qui se sont fait épouser sur les terres de Upemba. Et lui, le chef Mpande, premier, a donné des terres à ces gens-là. Voyez-vous? Et maintenant, aujourd'hui, quand les problèmes commencent à se poser, c'est quand vous lui avez dit, est-ce que c'est depuis la conférence de Berlin? Ben oui, c'est depuis cette époque-là. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de frontières. Il y avait des gens qui pouvaient se déplacer. Et je vais chez Dan. C'est chez Dan où il y a ceci. Je viens là-bas. Et finalement, quand je t'amène de quoi manger, de quoi à mettre sur le corps, tu dis que, ok,
comme moi j'ai une grande terre, tu vas là-bas, tu vas trouver plusieurs arbres, tu commences ton village là-bas. C'est comme ça que plusieurs villages sont nés. Et on rentre dans ce que mon ami Massimbo a dit, des gens se sont retrouvés propriétaires des terres parce que le chef, soit il a donné, soit c'est après un troc qu'il a donné ces terres-là. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, si nous devons résoudre la question à Doha, je rejoins le vieux, il y a une bonne raison, nous n'allons pas résoudre authentiquement cette question-là. Et nous, à l'époque, nous avions demandé au président Tshisekedi de descendre dans toutes les entités donc qui rassemblent des grandes agglomérations pour écouter les chefs coutumiers et les chefs des terres, afin d'avoir un aperçu sur la quintessence des problèmes que posent les affaires foncières et les affaires coutumières. Ce qui brûle le pays aujourd'hui, ce sont les affaires foncières et les affaires coutumières. Les affaires coutumières, on n'a pas associé les chefs coutumiers pour traiter leurs affaires. Ce sont des kidams politiques qu'on place là-bas, qui ne connaissent pas des coutumes, qui n'en veulent même pas connaître. Et ils ne savent pas comment traiter les questions. Quand vous allez aux affaires foncières, celui qui cède ses terres, c'est le chef coutumier. C'est pas l'État. Permettez, quand l'État veut faire l'administration, hein, l'État normalement doit se référer au chef coutumier. C'est lui qui va vous dire que mon père ou mon grand-père me disait que 10 ans avant, l'eau quittait Upemba ou l'eau quittait Lufira et entrait ici. Donc ne construisez pas ici. C'est le chef. J'y vais de coq à l'âne. Nous avons beaucoup de problèmes à Kinshasa parce qu'on est allé sur des terres des gens et on ne leur a pas posé des questions. Ces gens vous ont laissé construire. Aujourd'hui, le fleuve commence à récupérer ses lits. Hein? On y reviendra. Maintenant, mais l'aspect de Kabila, j'aimerais que vous puissiez un peu l'évoquer aussi. Kabila, patron de l'AFCM 23, Kabila à Goma, Kabila qui dit qu'il rentrera par Goma ou par l'Est, par la partie orientale. Kabila qui a infiltré l'armée, les services, tout ça. Quel est votre aperçu du rôle du président, l'ancien président Kabila, dans ce conflit que nous vivons aujourd'hui? Kabila a tout donné au pays. Okay. Tout. Les institutions, toutes les institutions. Dans l'armée, toutes les structures de l'armée. Et en quittant, il a pris la clé de sa Jeep en laissant tout au président Tshisekedi. Tout. Et même les dernières armes qui protégeaient sa concession, communément appelée Kingakati, tout avait été récupéré. Et il y avait même des gens qui trompaient que on a arraché les armes. Non, c'était des conventions. Comme Kingakati était l'une de ses résidences, le protocole sécuritaire exigeait que Kingakati soit sécurisé. Mais dès lors que c'était devenu une affaire civile, tout était récupéré par le gouvernement et on lui a doté selon la constitution des policiers. Qui plus tard, je crois, partiront et il va prendre les security, la simple garde ici. Et de fois lui aussi appelé pour qu'il y ait des interventions s'il a des problèmes. Donc il est devenu un citoyen simple. Et je crois que même au niveau de l'aéroport, le protocole n'était plus le même, que ce soit pour lui, pour son épouse ou pour les membres de sa famille. Ils ont commencé à se comporter comme des citoyens simples. Mais pourquoi alors Kabila, il faut éviter d'être trop sur Internet. Et un gouvernement qui a des services de sécurité et de renseignement doit éviter de prendre le renseignement dans les réseaux sociaux. Peut-être des informations. Parce que quand vous dites que Kabila, et vous confirmez au président de la République que Kabila
et le patron du M23, ça dit que vous avez donné un renseignement. Et il faudrait que vous ayez la preuve. Mais je ne vois pas. Bemba a dit qu'il avait des preuves. Je ne vois pas. Attendez, ça, il y a des discours politiques, il y a des déclarations politiques qui n'engagent pas l'État congolais. Et en tant que membre du gouvernement, c'est très dangereux sur le plan du droit pénal. Parce que si Kabila, ancien président, géré par les lois de la République, saisissait un tribunal pénal pour que ces ministres-là qui font des déclarations sur lui amènent des preuves, je crois que la situation va changer. Moi, je crois que lui, il comprend que ce sont des déclarations politiques, même si c'est en sa défaveur. Le président de la République, Tshisekedi, je l'ai dit plusieurs fois, et c'est un protocole au niveau mondial. Le président en exercice va toujours consulter les anciens présidents ou les appelle en consultation. Vous avez le cas de la Tanzanie. Vous avez même Trump ici. Oui, oui. Vous avez Emmanuel Macron. Vous avez le russe Poutine. Vous avez même l'Ukrainien qui, même pendant la guerre, avait l'ancien président à ses côtés. Mais le chef de l'État a dit plusieurs fois qu'il était, lui, le patron de la FCM23. Est-ce que était-il bien renseigné pour ne pas accuser? C'est le chef de l'État, quand même. Ok. C'est le chef de l'État. Pourquoi Doha n'appelle-t-il pas Joseph Kabila directement que d'appeler les gens de Nanga ou le Bertrand Bisimon, si ils ont le renseignement? Ne pensez pas que la question du Congo, elle n'est traitée que par les renseignements du Congo. Non, c'est traité par tous nos voisins, et même au niveau de l'Afrique, SADC et tout et tout. Quand Kabila a demandé, avec insistance, que tous les pays doivent quitter la République démocratique du Congo, pourquoi sa parole a eu une force de loi? Ça n'a pas fait une semaine, tous les pays ont quitté, même les mercenaires qui restaient sont partis. Kabila est un contributeur à cette paix. Kabila est très important. Kabila est très important pour le président de la République. Et le président doit s'en rendre compte. C'est lui qui a géré le pays pendant 18 ans. C'est lui qui a créé les services de sécurité. C'est lui qui a créé le renseignement de la RDC. C'est lui qui a créé l'armée. C'est lui qui a créé l'armée. Êtes-vous sûr que pour quelqu'un qui a créé l'armée, pour faire du mal à son successeur, il va chercher à créer une rébellion? Non. Soyons factuels. Évitons les histoires de Facebook et de nos amis politiciens qui embrouillent. C'est le gouvernement qui s'est engagé. Non, écoutez. Le ministre de la Justice. Écoutez. Ils se sont engagés dans ça. Il n'y a jamais eu une réunion du gouvernement où le président est en train de prester et il sort un communiqué du gouvernement. Ça, ce sont des déclarations et des sorties individuelles. Ils engagent le gouvernement? Non. Ils n'engagent pas le gouvernement. Ce sont des ministères qui font leurs déclarations politiques, qui n'a rien à voir, je chute par là, qui n'a rien à voir avec des actions d'État. L'État congolais aujourd'hui a besoin de la paix. J'ai vu Martin Fayoulou saluer Doha. J'ai vu les gens de Moïse Katumbi saluer Doha. Tout le monde a salué Doha. Tout le monde, y compris les gens du PPRD, quoi qu'on a fait semblant de leur interdire quelque chose qu'on ne devait pas interdire, mais tout le monde a salué Doha. Ça dit que tout le monde veut qu'il y ait une voie de sortie. Je chute en contredisant le vieux sur James Kabarebe. Quelques secondes. Il faut connaître notre histoire. James Kabarebe n'était pas le chef d'état-major général de l'armée. Non. James Kabarebe était un commandant qui a encadré des troupes dans l'avancée de la rébellion. Une fois à Kinshasa.
Une fois à Kinshasa, d'ailleurs, il a trouvé Joseph Kabila à Kisangani et qui est venu à Kienge pour faire tomber Kinshasa. James Kabarebe n'avait pas commandé Joseph Kabila jusqu'à Kinshasa. Une fois à Kinshasa, là je le rejoins, le vieux Étienne Tshisekedi dit avoir eu des informations que Mouzé Kabila serait en danger. On risquerait de ôter sa vie parce que son intention était de faire partir ses collaborateurs, quand il parlait des conglomérats d'aventuriers. Les autres ont eu l'information que Tshisekedi a informé Mouzé de cela. Ils se sont mis d'accord. Et Mouzé a créé ce truc de relégation de Tshisekedi au Kasaï. C'était pour protéger Tshisekedi. Souvenez-vous, dès que Tshisekedi est arrivé au Kasaï, il y a eu rupture entre les gens qui ont accompagné Mouzé, et en 98, en août 98, la guerre va reprendre à l'Est. Et pendant ce temps, Joseph Kabila est chef d'état-major forces terrestres. Jusqu'à la mort de son père, c'est lui qui occupait les forces terrestres. Et il a été coopté là-bas, ce n'est pas par le Rwanda. C'était par le staff qui entourait son père. Il n'y avait aucun Rwandais. Les Mwenzen Congolo et tous ces gens-là. Ce sont eux qui ont dit que comme tu avais les forces terrestres, pendant que le président est en état de nuit, nous te mettons là-bas. Et après, on va le confirmer par la France et les autres pays au niveau international. Merci beaucoup, M. Thierry Mukele. On va avancer. Ouf. Alors, M. Gandhi Kasséné, votre lecture, la décision ou les décisions prises par le gouvernement, d'abord de suspendre le PPRD, saisir les biens de Joseph Kabila, engager des poursuites contre Joseph Kabila aujourd'hui, est-ce que, selon vous, le gouvernement a-t-il tapé à côté ou mal renseigné? Moi, je pense qu'ils sont venus même en retard. Pourquoi? Moi, je serais le gouvernement, je serais Tshisekedi. Je n'allais pas attendre 6 ans ou 7 ans pour entreprendre ce genre de démarche. Ce pays était étouffé. Comme notre ami Thierry a dit, qui de Kabila et du pays a apporté à l'autre? La question ne se pose pas. Là, c'est de la provocation. Kabila a apporté quoi au pays? Mais ce que le pays a apporté à Kabila, on le sait. Le pays a tout donné à Kabila qui est venu pieds nus, presque pieds nus. J'exagère, non, mais c'est une façon de parler, tu vois, ou de provoquer. Mais Kabila aujourd'hui a des biens partout, en Tanzanie, en Namibie, non seulement des immeubles, des sociétés, etc. Kabila contrôle l'économie congolaise aux 3/4. Il a fait mieux que le roi Léopold II. Qui a apporté à l'autre? Est-ce la République démocratique du Congo ou Kabila? Kabila n'a rien apporté au Congo. Et son père et lui... Il a dit qu'il a laissé les institutions. Oui, il a laissé que l'armée. Il ne faut pas dire ça. Les enfants des généraux de Mobutu sont encore vivants. Kabila est arrivé, Kabila père. Ils ont trouvé des généraux bien formés dans des grandes écoles internationales, que ce soit en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en France. Des généraux bien formés, non seulement sur le plan intellectuel, bien formés sur le plan militaire, qui faisaient la fierté de notre armée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais bien sûr, ils en ont éliminé pas mal. Les gens le savent. Ça court les rues, les gens le savent. Kabila n'a rien apporté. Il a apporté que le déficit. On n'a plus d'entreprise à nous ici. Quel aspect positif? Mais vous pouvez le dire. Le boulevard des 30 juin existait, il a réhabilité, c'est bien. Mais quand vous regardez l'enveloppe qui était donnée dans ces accords avec les Chinois, on a dépensé que 800 millions. Et le reste est passé par où? Ça n'a jamais été décaissé. Il faut bien connaître l'histoire. Donc il y a un problème, Kabila, c'est un fossoyeur, un grand fossoyeur de la République. Et ça peut être démontré. Ça a été démontré dans plusieurs enquêtes au niveau des banques, BGFI, des trucs comme ça. On a démontré comment Kabila a dilapidé, lui et ses proches, l'argent de l'État. Kabila contrôle le pays ici sur le plan économique et financier. C'est le plus riche de ce pays. Mais Kabila, il casse l'armée, on dit qu'il a construit l'armée. Vous contredisez le chef de l'État.
Non, il a trouvé l'armée c'était dans le cadre des rapports pacifiques. Laissez-moi terminer mon raisonnement. Dans le cadre des accords pacifiques, quand le chef de l'État a gratté, il a constaté que l'armée n'existait pas, vous le savez aussi bien que moi. Même aujourd'hui qu'on essaie de reconstruire l'armée qui existait. Quand tu regardes la MIBA, quand tu regardes la GECAMI, il avait tout cassé pour créer d'autres structures à côté. L'exemple pour l'exploitation du diamant. Avec les Chinois, ils ont créé une autre société à côté de la MIBA. La MIBA par terre, par qui? Par Kabila. Non. Pour revenir, il a tout cassé pour revenir à la politique. Thierry demande où sont les preuves, le président dit ceci, Bemba dit cela, où sont les preuves? Les preuves, c'est Kabila lui-même, au travers de ses déclarations. Comment il parle de M23? Il reconnaît le bien fondé de la lutte menée par le M23 et Kagame. Mais c'est écrit noir sur blanc, il a donné des interviews. Mais Patrick Mouya vient de nous dire quoi? D'échanger des langages sur le M23, non? Non, le problème se pose... C'est pas ce que Kabila avait dit. Ah donc, vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Oui, parce que le gouvernement rejoint Kabila finalement. C'est là. On ne peut pas dire que le M23 vient pour apporter le bonheur aux Congolais. Ils ont tué combien de Congolais pendant qu'ils sont des peu de temps, les 3 ans là qui sont restés? Combien de Congolais sont morts? Allez poser la question aux gens qui sont à Goma ou au Kivu. Ils ont tué beaucoup de Congolais. Ben, bien sûr. Ils en tuent encore. Ils viennent de tuer même quelqu'un des Nations Unies d'une structure humanitaire, etc. Donc, ils n'ont apporté que la mort, la désolation. Ils n'ont apporté que la déstructuration du pays. Le pays n'existait pas. Regardez la Constitution. Cette Constitution, c'est une mauvaise Constitution qui n'a jamais existé au pays. Contre le prof Mbata. Ça, c'est parce que le prof Mbata. Il est prof de ses étudiants, il n'est pas mon prof. Même s'il était mon prof, en tant qu'étudiant, je pouvais le contredire. Même qu'ils viennent avec toutes les constitutions, regarde, on fait le rapprochement. C'est la plus mauvaise constitution qui n'ait existé en République démocratique du Congo. La plus mauvaise. Même... Il a bien intérêt à bien poser le problème, ainsi que Massimo. Là, je suis d'accord avec eux. Le problème des terres, le problème du sol. Mais la disposition qui protégeait le pays en entier, la loi Bakajika est passée par où? Très bien. Elle est passée par où? Mais on nous a apporté à la place de la loi Bakajika à une disposition qui nous donne la possibilité de laisser une partie de nos territoires au profit de l'unité africaine. Mais s'il y a un problème foncier, entre autres, c'est par la Constitution qui était une aberration, une Constitution établie pour pouvoir satisfaire les belligérants de l'époque, les rebelles de l'époque, le Rwandais y compris. Qui sont dans le gouvernement aujourd'hui. S'ils sont là, il faut qu'ils partent. On va y revenir. Monsieur Eri Massimbo, je vous donne la parole également. Voyez-vous quel est le rôle qu'a joué l'ancien chef de l'État hier et aujourd'hui, dans ce qui se passe sur le plan sécuritaire en République démocratique du Congo? Bon, en fait, je voudrais d'abord revenir en arrière, un peu en arrière. Si on a parlé ici, les accords 1-23, tout ça, les 1-23, c'est la suite du CNDP. Hein, d'accord? Le 23 mars, à Goma, c'est l'accord du CNDP, gouvernement congolais CNDP. C'est ces accords-là qui ont été conclus. Et le président du CNDP, c'est qui? Mwaga Tchouchou, dont la justice avait inculpé. Et lorsqu'on signait ces accords-là, il y a des références qu'ils avaient faites. Considérant les accords et cadres des références suivants: pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs, signé le 15 décembre 2006 à Nairobi. Le communiqué conjoint de Nairobi. Les actes d'engagement signés à Goma le 23 janvier. Les résolutions pertinentes, machin, tout ça. Mais qu'est-ce que ça a rapporté? Est-ce que cela, tous ces accords ici, CNDP, machin, CNDP se transforme en parti politique? C'était parmi le première revendication. La deuxième revendication, c'était les relaxations des prisonniers. Qu'elle devait fournir la liste. D'accord? Troisième revendication, c'était quoi? Une loi d'amnistie. Et ces revendications aujourd'hui ont changé. Avec les M23, n'ont pas changé. C'est la même chose. Qu'est-ce qui nous prouve qu'aujourd'hui, tous ceux qui vont conclure là-bas à Doha vont réussir? Rien. Est-ce que les acteurs en place
ont cette volonté de pouvoir mettre fin à ces questions. Les gouvernements congolais en tête des listes. D'accord? Parce que c'est le gouvernement. Cette charge revient au gouvernement. Quand je dis par exemple d'organiser un comité des scientifiques pour des recherches, pour éclairer un peu la question de l'Est, est-ce que le gouvernement le fait? Ne le fait pas. Mais pourquoi? L'identification de la population, l'identification générale de la population excessive, ça fait partie des solutions pour régler cette question de l'Est. Cela n'est pas fait jusqu'à ce jour. Et c'est très important, ça doit être fait. La question de mixage, des brassages et mixage, ça ne va pas changer avec... ça a été résolu, ça a été... il y avait... le gouvernement à l'époque de Kinshasa avait donné certaines assurances. Et ça a été fait. Mais le M23 va revenir avec le même cahier des charges. Ne nous trompons pas. 5 ans plus tard. 5 ans plus tard. Et je ne sais pas dans quelle date ils vont conclure cela. On risquera d'avoir encore un mouvement de 23 novembre ou de 15 novembre qui va naître par après. Mais pourquoi ils reviennent sur chaque fois après avoir signé, 5-10 ans après, ils reviennent? Mais il faut une bonne autopsie. C'est une technique. Il faut une bonne autopsie. L'État est faible. Parce que les accords de Doha, cher Dan, les accords de Doha dédouanent Kagame de toutes les accusations de Kinshasa. Effectivement. Donc c'est un mauvais accord. Non, je l'ai déjà dit. Les accords de Doha blanchissent Kagame. Complètement. Et Kabila aussi. Non, on y va d'abord. Les accords de Doha blanchissent Kagame. Cette démarche-là blanchit Kagame. Est-ce que vous attendez même le gouvernement faire encore la rhétorique qui était avant? Non. Kagame, mais là c'est l'AFC M23. Ce n'est pas RDF. Supplétif M. Non. Même les discours, les concepts ont changé. Oh, une fois on avait débattu par rapport à ça. Les concepts des langages utilisés ont toute leur place dans le droit international. Donc cet accord prouve qu'il n'y a pas agression. Mais aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un problème congolais. C'est menaçant. C'est ça la logique, en fait. C'est pas mon point de vue. C'est ça la logique. Il n'y a aucun représentant rwandais à Doha. Aucun. Et aujourd'hui, Kagame est mis à l'écart. Regarde là où notre ministre des Affaires étrangères et le ministre des Affaires étrangères rwandais vont se retrouver ici aux États-Unis. Aux États-Unis pour signer un accord de principe. Un accord de principe. Sur les minéraux, attention. Ça n'a rien à voir avec... Parce que les Américains vont exploiter. Oui. Attention. Les Américains vont exploiter. Cette question ne sera résolue que par les Congolais eux-mêmes. Non. Par notre propre volonté de pouvoir mettre fin à cette question. Mais on fait comment quand l'Ouganda... Si certains acteurs se laissent encore être malmenés, être les marionnettes des pays voisins, c'est ça le mal. Très bien. C'est ça le mal. Par rapport au rôle qu'a joué Kabila, parce que c'est là la question. Rapidement, s'il vous plaît. Kabila rebelle. Kabila, chef d'état-major général des forces terrestres. Kabila, le père meurt, Kabila devient président de la République. Kabila prête serment en tant que militaire de défendre la patrie au prix des sacrifices suprêmes. C'est Kabila. Kabila prête encore serment lorsqu'il prend le pouvoir à la suite de la mort de Mzee Laurent Désiré Kabila, qui est d'ailleurs un modèle pour moi. Il prête serment devant les drapeaux de défendre la patrie au prix toujours des sacrifices suprêmes. Première élection, deuxième élection. Kabila glisse, au lieu de 2016, il organise des élections en 2018. Sous pression. Ok. Sous pression interne et externe. Oui, exact. Kabila cède le pouvoir. Mais il y a eu les accords conclus. FCC cache. À un certain moment donné, ces accords-là ont été remis en question. Parce qu'on a vu des balles d'échange entre FCC et Cash. Surtout dans les nominations, dans la désignation des animateurs des institutions publiques. Où une ordonnance signée à la présidence, le ministre des Affaires étrangères et des portefeuilles refusent de pouvoir l'appliquer, de le faire accompagner par un arrêté. Ouais. Quel état? Mais dans quelle situation nous étions? Tout le monde a voulu tirer les draps de son côté. Et dans le cas d'espèce, c'est Tshisekedi qui avait eu toute la partie, avec la transhumance.
qui est devenue une pratique politique en République démocratique du Congo. Mais quel est le rôle? Le devoir de loyauté, les devoirs de loyauté des leaders des partis politiques n'existaient pas. Non. Merci. N'existaient pas. Merci. Donc, à ces jours, si le président Kabila, en fait, aujourd'hui, en fait, nous, on a essayé un peu de nous renseigner aussi. D'accord. D'avoir les informations par rapport à son arrivée à Goma. Ce qui est sûr, son arrivée à Goma, je sais que je vais choquer Moukouba Thierry, c'est que c'était effectif. Kabila était à Goma. Mais pourquoi être à Goma? Il va souvent à Goma. Pourquoi Kabila à Goma? La recherche de la paix. Mais la recherche de la paix, bien évidemment, vous êtes un ancien président. Vous avez déclaré loyauté à la République. Vous êtes un ancien président, vous bénéficiez de la dignité, de l'honneur, de la fierté, des considérations au niveau international. D'accord? Et puis, les gouvernements vous protègent votre bien et votre famille. Merci. Parce que jusqu'à ce jour, cher Dan, il faut se le dire, aucun membre de famille de Kabila a été mis en prison. Aucun de ses biens n'a été saisi par l'État congolais. Merci. Ça, c'est une réalité. Okay. D'ailleurs, quelques-uns des membres de sa famille, dont lui, il avait laissé en prison, ont été libérés. Ouais. Ici, je fais référence à Kabila Kyungu. Kabila l'avait laissé en prison. Félix est venu, Félix l'a libéré. Donc, en fait, quand on se rétracte un peu. Très bien. Merci beaucoup, M. Erimassimo. Kabila a joué un mauvais rôle pour ce pays, la République démocratique du Congo. Bien, on va clore, on va finir. Aujourd'hui, il y a un accord, pas un accord, mais il y a un communiqué conjoint qui annonce les couleurs pour très bientôt. La question que les Congolais se posent certainement, est-ce que aujourd'hui, avec ces communiqués conjoints signés entre les deux parties, on peut s'attendre à ce qu'il y ait véritablement un accord, ou bien c'est juste pour voiler se voiler la face, et qu'en sourdine, il y aura encore des combats, parce qu'on l'a appris depuis hier soir, que les combats se poursuivent autour de Walikale. Est-ce qu'il y a un espoir qu'on arrive à une paix durable à travers un accord? Le sens de responsabilité de tout un chacun va nous amener dans ça. Néanmoins, il n'y a aucune preuve, ni image photo, ni image vidéo de la présence de Kabila à Goma. Non. S'il était passé par le Rwanda, à quoi gagnerait le Rwanda de cacher cette information? Est-ce que tous les Rwandais étaient-ils cagoulés ou on a mis Kabila cagoulé, on l'a fait traverser? Non, je pense que les gens doivent patienter. Kabila revient par la partie orientale, ça peut être à Goma, rien ne lui est interdit de revenir à Goma. Il peut faire les bons offices comme la Senko et les CC, ils sont partis par là. Et souvenez-vous, Kabila a laissé le Rwanda et la RDC en inimitié. La RDC et la maison Schengen en inimitié. Kabila avait coupé plusieurs relations qui étaient en train de nuire. Et Kabila pouvait prolonger son mandat s'il avait signé le changement du code minier. Quand il a refusé de signer le changement du code minier, c'est quand on lui a imposé son départ. Terminé. Je termine. Je termine. Le président Tshisekedi, le père, quand il dit que n'a pas signé préavis à 3 mois, il a donné du préavis à Kabila. C'est ce qui nous a permis d'aller à la Senko et de pondre l'acte qui a donné à l'UDPS par 2 fois la primature. Et dans cet acte, dans cet accord entre Kabila et Tshisekedi le père, il fallait que le remplaçant de son départ soit quelqu'un de l'UDPS, malheureusement. Je chute en disant ceci. L'histoire nous rattrape. Kabila est là pour la paix. Quand il va arriver au pays, c'est pour venir aider le chef de l'État à rentrer dans la paix. D'accord.
Je termine complètement. Dans nos traditions, quand un chef meurt, son successeur ne fait pas partie de tous les notables de ce chef-là. Quand le chef est vivant et qu'il est faible et qu'il se met à l'écart, le présent consulte toujours celui-là pour faire la paix. Merci bien, M. Thierry Mosenepo. Plutôt, M. Thierry Mukelekele, oui. Merci beaucoup. C'est là l'habitude de passer ici. Souvent aussi, Mosenepo. Ah là là là. Alors, M. Gandhi Kassende, oui. Il y a ce communiqué suscite-t-il l'espoir qu'on arrive finalement à la paix? Je ne sais pas si c'est le mot espoir. La paix, on arrivera à la paix. Par quel moyen, par quel biais, je ne sais pas. Mais je concours beaucoup plus en disant que la paix viendra par rapport aux gens qui vont nous imposer la paix. La paix ne sera pas imposée ni par le Rwanda, ni par la M23. Ça viendra de l'extérieur. On est face à un jeu aujourd'hui. On est face aux enjeux importants dans l'avenir du monde. Dans les 10 ans, 20 ans à venir, il y a des bouleversements qui vont arriver dans ce monde. On risque d'assister à un nouveau Yalta. Yalta de la Seconde Guerre mondiale, c'était en Europe. On risque d'assister à un Yalta en Afrique. Okay. La France en paye déjà le prix. Yalta, ce sera quoi? Des zones dominées, gérées par la Russie. Et puis des zones comme l'Afrique centrale, l'Australie, l'Afrique de l'Est, gérées par les Américains. Surtout, les Américains, c'est par rapport aux produits, aux terres rares. Pour l'essentiel, il y en a un peu partout dans le monde. Mais l'essentiel, au niveau de la profondeur, au niveau de la teneur, ce sont les produits de ce pays, de la RD Congo. Les Américains n'aimeraient pas échouer dans 10 ans, dans 20 ans face aux Chinois. Puisque s'ils perdent encore 5 ans devant nous, ils vont perdre leur hégémonie au profit de la Chine. La Chine occupe déjà plus de la moitié pour le commerce des matières premières au Congo. Ils sont en train de faire des réserves. Les Américains veulent revenir ici et contrôler nos minéraux. Ils vont arriver, il y aura un accord, et ce sera le diktat pour que les Américains, au travers du Congo, gèrent toute l'Afrique centrale, l'Afrique australe. Qu'on le veuille ou non, la guerre est déjà finie. Là, ce sont des tractations de dernière minute pour ne pas que les gens sortent de là mécontents, même les M23 et autres, que tout le monde soit content. D'ailleurs, ils n'ont pas de choix. À Kagame, on dira, ou tu veux rester au pouvoir, quitte le pays. D'ailleurs, les Américains reviennent toujours sur ça. Quittez le territoire congolais. Un peu le message du pape. Quittez le territoire congolais et le reste, on verra. S'ils ne les acceptent pas, ils perdront tout. De toute façon, on va les y déloger et puis on risque de déloger aussi au niveau de son pouvoir. La guerre est finie. On attend simplement les tractations. Pour moi, c'est une page détournée. Kabila, c'est un produit fini aussi. Un produit fini. Oui. Alors, M. Eri Massimo, est-ce que ce communiqué est-il un pas dans la bonne direction? Bon, en fait, on peut dire un pas ou pas. En fait, je ne sais pas quoi dire parce que les coups de balles et des bombes entendues autour de Walikale ne donnent pas un bon présage par rapport à ce qui se passe à Doha. Donc voilà, donc j'estime que le chef de l'État actuel, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans toutes les démarches qu'il est en train d'entreprendre pour que la paix revienne dans la partie est du pays, c'est qu'il pense que les accords politiques peuvent nous amener la paix. D'accord? Une paix définitive, ce serait platonique en fait. Ça serait platonique. Parce que les accords politiques doivent se baser sur des éléments factuels. D'accord? Des éléments qui ont une base, une assise sociale, un ancrage social. Parce que s'ils ne se basent pas sur ça, on va encore retomber dans CNDP, 1-23, machin, tout ça. Et une paix fragile, ça jette les bases d'un nouveau conflit. Parce qu'une paix que les Américains vont vous apporter, c'est une paix de force, d'effort. Donc, parce qu'il est superpuissance, parce qu'il est, tout le monde aura peur. Mais quand il ne sera pas là, ne notons pas dans le cas d'Afghanistan. D'accord? Après le départ des Américains. L'Afghanistan est retombé encore entre les mains des radicaux. C'est cela le cas.
Donc, ne chantons pas la paix apportée par l'Amérique, mais à côté de ces efforts que fournissent les États-Unis, que nous saluons d'ailleurs, pour amener la paix, qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons au niveau interne pour solidifier cette paix? Très important. D'accord? Nous devons arrêter avec les détournements. Parce que c'est parmi les éléments qui détachent même l'élite à sa base. Tout à fait. Les détournés qui ne sont pas poursuivis, ni inquiétés, alors que l'argent détourné, c'est l'argent des contribuables congolais. Quand j'achète mon stylo au supermarché, on me dit 16%. Sur le prix d'achat, revient à l'État congolais. Je contribue au trésor public. Je contribue. Donc, j'ai donné mon argent pour qu'un seul individu et sa famille puissent en tirer profit. Non, ça doit arrêter. Vous détournez, vous volez, vous devez être sanctionné durement comme les cas avec Matata Pognon. Très bien. Vous devez être sanctionné durement, les Nicolas Kazadi, les caméras, tout ça, tous ces acteurs politiques-là. Oui. Et puis, d'ailleurs, la population a fait l'expérience de leur gestion. On sait que quand vous présentez Kamere à Obandaboy, au Soukaboué, nous avons l'expérience. On sait que quand vous présentez Jali Seboussa à Obandaboy, à Soukaboué, on a l'expérience de leur gestion. Quand vous présentez telle autre personne, Bemba, il va commencer comme ça, il va finir comme ça. Nous avons eu assez l'expérience de tous ces acteurs-là. S'il vous plaît, chef de l'État. Dans ces cérémonies, qui va se faire? Le peuple attend de nouvelles figures. Et des nouvelles, pas seulement de nouvelles figures, mais des gens qui vont venir avec du nouveau en fait. Très bien. Avec du nouveau. Merci beaucoup, monsieur Herima Simbo. On veut tous du nouveau. On espère qu'il y aura la paix dans notre pays, la RDC. La paix, c'est tout ce que nous souhaitons pour pouvoir nous développer et ainsi de suite. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci beaucoup, M. Thierry Mokelekele. C'est moi qui vous remercie. Merci également à M. Herima Simbo. Merci également à M. Gandhi Kassende. Merci à vous tous de nous avoir suivis, de nous avoir accompagnés cette semaine. On se retrouve donc lundi, toujours sur Congo Buzz. Merci. Merci bien. Belle émission. Oui, merci bien. Bocabo.